Très bien, merci. C'est pratique. Je ne vais pas du tout parler de Genève. D'abord parce que quand on m'a contacté pour intervenir, on m'a dit que ce serait intéressant que je montre mes expériences précédentes. Et comme mes expériences précédentes sont essentiellement en France, moi je vais prendre essentiellement les exemples, mes derniers exemples, mes dernières expériences professionnelles qui se sont déroulées sur Nîmes et sur Alès, donc le sud de la France. Alors, d'abord sur le sujet, quand on m'a contacté, je me suis un peu posé la question de qu'est-ce que c'était la qualité architecturale et urbanistique, parce que ça m'a interpellé comme sujet, et il me semble que ça mérite un tout petit peu une mise au point avant de rentrer plus avant. Pour moi, il me semble que qualité architecturale et qualité urbanistique, c'est pas la même chose du tout. On n'est pas exactement dans le même domaine, on n'est même pas du tout dans le même domaine pour moi. Et quand on parle de qualité urbanistique, qui est beaucoup plus mon métier, on est dans une complexité qui n'est pas la même du tout que celle de la complexité architecturale, puisque on est dans des systèmes complexes, on est dans des croisements d'échelles qui sont vraiment territoriales, qui sont très, très différentes. On est dans des croisements de thématiques qui sont multiples, hein, sociales, économiques, techniques, environnementales. Et puis, on est surtout dans le croisement d'un jeu d'acteurs hein, qui est extrêmement... des nombreux acteurs, très nombreux acteurs, et que ça renvoie à des politiques publiques qui sont multiples et qui sont extrêmement spécifiques. Donc, première chose, pour moi, qualité urbanistique, c'est plutôt une sorte de concept, plutôt qu'une définition précise. Et si j'ai mis cette photo, c'est peut-être parce que pour moi, elle illustre un peu plus que ce que ça veut dire qualité urbanistique, cette complexité et ce concept, cette idée que la qualité urbanistique, ben, elle renvoie à des confrontations d'architecture. Ici, on voit des reflets d'architecture classique avec une façade totalement contemporaine. Elle renvoie vers des usages. On voit des gens qui traversent ces espaces. Elle renvoie vers une confrontation, une dynamique aussi. On voit le mouvement dans cette image avec des gens qui marchent. Elle renvoie vers des dimensions multiples, les déplacements. Donc, il me semble que c'est plutôt cette photo qui est le croisement de flux, le croisement de mouvements différents, et puis néanmoins un lieu qui a une certaine qualité. Alors, bien sûr, on pourrait dire qualité urbanistique, ça peut être aussi tout simplement un bel espace public, et là, c'est pas forcément un croisement de politiques publiques multiples à faire. C'est vrai qu'il y a des espaces publics qui ne sont pas des lieux de confrontation, de flux de mobilité absolument colossaux, notamment avec des contraintes de transport collectif ou de transport routier. Il y a aussi des lieux qui sont tranquilles, qui donnent tout simplement sur un magnifique paysage et sur lequel on peut travailler simplement avec une entrée paysage, essentiellement une entrée culturelle. Et bon, cette photo-là, pour moi, elle illustre un peu ça. Ça c'est Valence, avec un espace public qui est assez merveilleux, qui était un champ de Mars, qui est un immense parking, et qui a été donc transformé en esplanade, avec vue sur le paysage environnant. Et c'est vrai que c'est un lieu aujourd'hui magique, on a mis les voitures en dessous. Et ça, bon, c'est une réélection à 65% du maire. Et puis, si on s'interroge sur qualité architecturale et urbanistique, il faut dire aussi que des fois, la qualité urbanistique, elle peut exister sans qualité architecturale du tout. Bon, ça, c'est mes dernières vacances, c'est à Noy. Et on voit que si on regarde précisément l'architecture tout autour, il n'y a pas beaucoup de qualité architecturale. Pourtant, le lieu dégage une certaine qualité, il fait l'objet d'un usage, les gens l'utilisent et il fonctionne, et il a une certaine qualité néanmoins. Voilà. Donc, première chose, et ça faisait partie du sujet que je voulais introduire, c'est que c'est une multiplicité de thématiques, une multiplicité d'acteurs également, et que la plupart du temps, l'intervention dans l'espace urbain renvoie à des usages qui sont collectifs et renvoie à une répartition de compétences entre acteurs qui est colossale aussi, qui est assez difficile à résoudre. Et donc peut-être que la première chose qui me saute aux yeux dans ce sujet-là, c'est que
les difficultés pour résoudre techniquement la question de la qualité urbanistique, c'est souvent des répartitions de compétences. Alors pour illustrer ça, j'ai deux diapos. Ça, c'est une diapositive aussi du Midi de la France. Juste avant de rentrer dans Nîmes, vous avez un village qui s'appelle Marguerite. Si j'ai un pointeur, est-ce que ça marche? Voilà, donc Marguerite, qui est une banlieue de Nîmes qui s'est étendue avec une zone pavillonnaire absolument immense. Elle a couvert son territoire de zone pavillonnaire. À côté, vous avez un village qui s'appelle Saint-Gervasy. La limite entre les deux communes, c'est le trait rouge. Et donc, comme chaque commune en France a la compétence urbanisme, chaque commune a pu déterminer comment elle voulait s'agrandir. Marguerite a profité de tout son territoire et allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, la problématique, c'est d'arriver à faire passer une voie verte, un couloir de biodiversité et un couloir également d'écoulement des eaux parce qu'il y a des risques hydrauliques. Et aujourd'hui, évidemment, dans le PLU, dans le plan d'occupation des sols de Marguerite, on dit bah, la coulée verte, elle doit passer ici, de toute façon on ne peut plus faire autrement. Et Saint-Gervasy dit non, c'est pas question, elle va passer ici, à côté, et nous, on va continuer à s'urbaniser jusque-là. Donc voilà un peu les difficultés, répartition des compétences. C'est vrai que là, on a vraiment pleinement l'illustration que la compétence urbanisme qui a été distribuée au niveau des communes, aujourd'hui avec des problématiques urbanistiques qui dépassent le périmètre de la commune, on est un peu rentré dans le mur et on a aujourd'hui un exercice de la planification de l'échelle communale qui n'est absolument plus adapté à l'échelle des problématiques urbaines. Autre découpage de compétences, ça c'est une photo que vous connaissez, hein, Gare Cornavin, donc c'est un exemple d'espace public qui est extrêmement souvent cité pour dire que c'est un ratage monumental. Là, ce n'est pas une répartition de compétences par collectivités différentes avec une différence de territoire, c'est sur un même territoire où on a des compétences qui appartiennent au canton pour tout ce qui est les infrastructures, des compétences qui appartiennent à l'aménagement urbain et au revêtement et au paysage urbain pour les communes, et on n'arrive pas à faire croiser les deux, parce qu'on a de nouveau un saucissonnage des compétences hein, qui fait que, à un moment donné, on n'arrive pas à s'entendre, et c'est un découpage institutionnel, finalement, un découpage de compétences institutionnelles qui rend les choses extrêmement complexes. Voilà, d'où le titre finalement de mon intervention, entre millefeuille et saucisson. Voilà comment le découpage institutionnel peut arriver à faire un petit peu des catastrophes dans l'espace. Alors à partir de là, je me suis interrogée sur bon, quels étaient les cadres qui étaient vraiment assez déterminants dans l'organisation des projets pour que ça puisse marcher. Et j'ai envie de distinguer en 4 niveaux organisationnels. Il y a une petite sonnerie. En 4 niveaux organisationnels, les éléments absolument déterminants pour moi dans la manière de conduire les politiques pour aboutir à une qualité. D'abord, premier niveau, c'est l'organisation institutionnelle, c'est un peu ce que j'ai illustré avant, c'est qui décide quoi. Ça, c'est le premier niveau, à mon sens. Ensuite, l'organisation de la gouvernance. Comment est-ce qu'on solutionne ces problèmes d'organisation institutionnelle? Donc, ces 2 premiers niveaux sont vraiment les niveaux politiques, on va dire. Ensuite, l'organisation de la maîtrise d'ouvrage. Comment on pilote les projets pour qu'on arrive à avancer ensemble. Et puis, l'organisation de la maîtrise d'œuvre, qui me semble aussi assez conditionnant. C'est d'organiser la transversalité pour qu'on aboutisse à des projets qui soient cohérents. Alors tout d'abord, les 2 premiers niveaux, organisation institutionnelle et organisation de la gouvernance. L'organisation institutionnelle, c'est qui décide quoi. C'est une entrée, disons d'entrée, c'est une donnée d'entrée sur laquelle on n'a pas beaucoup de latitude. Elle est imposée par la Constitution ou par la loi. Et puis, bon, on peut dire quand même qu'elle est déterminante. Les diapos précédentes illustrant ce thème-là montrent bien que c'est assez déterminant. En tout cas, on voit les effets sur la production spatiale de cette organisation.